Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci d'être connectés en nombre pour ce grand direct qui ouvre la 6e édition de Demain le textile au fil de l'économie circulaire, un rendez-vous incontournable porté par Unitex depuis 2020, Tectera et Cirid avec le soutien de nombreux partenaires tels que la région Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon et OPCO 2i. Alors au cœur de cet événement, une série de 3 tables rondes que j'aurai le plaisir d'animer pour explorer celles et ceux qui font bouger la filière et ses grandes transformations. Dans quelques instants, il sera question de souveraineté industrielle. Mercredi matin, nous parlerons d'approvisionnement durable et vendredi matin, de la digitalisation face aux nouvelles réglementations. Pour lancer tout de suite cette semaine au fil de l'économie circulaire, on active la connexion. Elle est faite, cette connexion, avec Céline Pardon, la nouvelle secrétaire générale d'Unitex Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Céline Pardon, la connexion est activée. Bonjour, la connexion est activée. Alors, Unitex, on le souligne, on le rappelle, première organisation textile de France. Dans un premier temps, pourquoi cet événement est-il devenu au fil des années un rendez-vous majeur pour la filière ? Bon, je dirais que cette semaine est l'expression concrète de notre engagement collectif pour faire de l'économie circulaire un levier d'innovation, de compétitivité et de responsabilité environnementale. C'est un événement qui existe depuis 6 ans, qui est piloté par Unitex en partenariat avec Tectera et le Cirid et qui va mobiliser sur une semaine l'ensemble des acteurs pour accélérer la transition vers un textile plus durable. Alors quand je dis sur une semaine, c'est la partie visible, mais évidemment, il y a des actions tout au long de l'année. Je voudrais juste rajouter un petit point, c'est que cette dynamique, elle s'inscrit dans le cadre d'un contrat de filière qui a été signé en 2024 entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et Unitex, qui a été mis en œuvre pour soutenir les entreprises dans leur transition environnementale. Alors, vous le disiez, il y a effectivement de nombreux temps forts cette semaine. Sur quel point vous souhaiteriez attirer notre attention particulièrement ? Peut-être sur la diversité des actions qui sont menées cette semaine, avec effectivement 3 tables rondes. Demain, on va retrouver la convention d'affaires textivale au Matmut Stadium. La partie hackathon qui est très importante également sur la connexion avec les étudiants et les organismes de formation. Et enfin, la nouveauté de cette année qui est le forum de l'innovation managériale, Fidalex, qui aura lieu jeudi matin à la Villa Creatis et où sera dévoilé un manifeste avec 10 propositions pour manager l'entreprise textile de demain. Donc, j'espère que vous serez nombreux toute la semaine sur ces événements. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine de l'économie circulaire, riche en idées, en échanges et en énergie collective. Merci. Merci Céline Pardon. Effectivement, ils sont déjà très nombreux, je le vois, à être connectés. Sachez que le programme complet est à retrouver sur le site d'unitex.fr. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec le thème central de cette première table ronde ici ce matin. L'économie circulaire, un enjeu de souveraineté industrielle. On pourrait d'ailleurs mettre un point d'interrogation ou un point d'exclamation. On partagera ça avec les invités de ce matin. Un chiffre clé pour mesurer l'ampleur de l'enjeu, 97% du textile consommé en France est importé. J'ai bien dit 97%. Autrement dit, dépendance, vulnérabilité et perte de maîtrise. Derrière ce chiffre, eh bien, c'est toute notre souveraineté industrielle qui se joue, notre capacité à produire localement, à sécuriser nos approvisionnements et à réduire la fameuse empreinte carbone de la filière. Autrement dit, passer à un mode circulaire, et vous nous le direz dans un instant, Eric Boel, ce n'est plus une option. Avec les intervenants experts, tour de table, présentation des invités, justement. On débute avec vous, Nadia Codby. Bonjour, région Auvergne-Rhône-Alpes, direction de l'économie chargée de missions matériaux, plasturgie, textile et aéronautique. Faites plus court sur votre mission, sur votre rôle pour la filière textile dans la région. Nadia Codby. Oui, bonjour, donc Nadia Codby, donc direction de l'économie, de l'emploi et des régulations. Et je savais qu'il en manquait un. Très important pour la région. Donc, en tant que chargée de mission filière, donc j'accompagne plus spécifiquement les filières textile, plasturgie et aéronautique, qui sont toutes les 3 des filières d'excellence pour la région. Donc, en tant que chargée de mission, notre rôle, il est là pour animer l'écosystème sur toutes les questions d'innovation au service des entreprises. L'innovation est un levier de compétitivité aujourd'hui très important et c'est ce qui fait la différence de nos entreprises sur nos territoires. Les pôles de compétitivité, notamment Tectera sur la filière textile, sont cofinancés par l'État et les régions pour accompagner les entreprises sur les questions d'innovation et dans leur développement à l'international.
Parmi nos invités, Eric Borel. Bonjour Eric, président de Nouvelle Fif Textile, les tissages de Charlieu, entre autres, et intarissable capitaine d'industrie qui repense la filière textile depuis toujours. Bon, je ne sais pas si on a la repense, en tout cas, on est acteur et les entreprises se réalisent en réalisant et en faisant en sorte qu'on puisse, malgré la mondialisation, malgré la délocalisation, malgré toutes les conditions qui devraient détruire nos industries, eh bien, il y a 60 000 emplois en France dans l'industrie textile. Donc, ce n'est pas des survivants, c'est des combattants et qui sont en train de montrer qu'on peut réussir à mettre en œuvre une industrie textile qui fonctionne, qui est plus locale, etc. Mais on y reviendra. Et l'économie circulaire est un support exceptionnel de cette réindustrialisation. Un mot quand même sur NFT, les tissages de Charlieu. Alors, tissage de Charlieu, entreprise du patrimoine vivant, donc nous tissons et nous confectionnons en France, notamment les sacs de caisse d'Auchan et Système U, et qui étaient fabriqués en Asie en polypropylène et maintenant en France en matière recyclée. Et Nouvelle Fibre Textile, qui est le maillon qui manquait pour que l'économie circulaire textile française puisse démarrer avec un système de tri automatisé par composition et par couple. Anne Lambert est avec nous. Bonjour Anne. Vous Bonjour. portez, vous, le projet Oratex pour Masboeuf Textile. En quelques mots, quel est votre cœur de métier avant d'évoquer ce que vous voulez apporter avec ce projet Oratex? Masboeuf Textile, dans un premier temps. Bien sûr, Masboeuf Textile, c'est une entreprise basée en Drôme-Ardèche. Donc, c'est historique qui travaille le fil, tout ce qui est transformation de fil, que ce soit de façon mécanique ou chimique. Et depuis 1920, et le grand-père de M. Masboeuf, qui aujourd'hui dirige la société, donc on travaille le fil sous toutes ses formes. Puis on a évolué en fonction des innovations techniques au fur et à mesure des années. Donc on travaille maintenant du fil synthétique, puis après des fils techniques. Et aujourd'hui, effectivement, on porte le projet Oratex qui est né de ce constat de Patrick Masboeuf, comme quoi il est important de reprendre la main sur toute la matière première qui est le fil, et qui maintenant, toutes les usines de filage sont parties. Donc, il n'y en a plus depuis un bon nombre d'années en France. Et donc, Oratex, c'est cette idée-là, c'est de vouloir réintroduire, renforcer la filière textile avec quelque chose qui a disparu aujourd'hui. En face de vous, Isabelle Ferreira, l'IFTH, partie prenante de ce projet Oratex. Parlez-nous du centre de la filière, sa mission, son rôle auprès des industriels. Alors, l'IFTH, donc Institut français du textile habillement. Oui. Nous, on est le centre technologique français de référence pour les entreprises de notre filière, donc textile, mode, habillement. On a une double mission. Une première mission, c'est d'accompagner au quotidien nos entreprises dans leurs procédés, dans leurs produits, dans leur compétitivité. Et pour ça, nous avons 4 services, donc innover, tester, former, certifier. Et nous travaillons aussi avec l'écosystème, le but étant de nourrir l'écosystème afin d'avoir une réponse massive pour accompagner de manière globale nos entreprises. Très bien. On termine ce tour de table avec vous, Grégory Poiset. Bonjour, merci d'être là. DG de Boldoduc, vous êtes installé à Dardy parce qu'effectivement, on est en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais les gens sont connectés depuis toute la France, depuis le monde entier. Donc, c'est pour ça qu'on situera également Dardy, banlieue de Lyon, enfin à côté de Lyon. Boldoduc, votre expertise et vous, comment vous vous inscrivez effectivement dans le paysage industriel textile français? Alors, Boldoduc existe depuis 1952, donc c'est une vieille entreprise qui a subi des transformations. Aujourd'hui, moi, je la co-dirige depuis 15 ans avec Jean-Charles Potel. Et donc, aujourd'hui, notre spécialité, c'est qu'on conçoit, on fabrique et on distribue des solutions d'emballage, de protection et des vêtements fonctionnels pour habiller les personnes âgées ou pour la pratique du sport. Et on fabrique également des chaussettes depuis peu, puisqu'on a repris une société qui s'appelle Tismail, qui est basée à Troyes. Et donc, nous, notre particularité, c'est qu'on part du fil pour arriver au produit fini sur des marchés bien spécifiques et souvent des marchés niches. Et donc, comment on s'inscrit dans ce contexte-là? Nous, on a voulu participer à la Convention d'entreprise pour le climat. Oui. Exactement, en 2023. Et donc, on a écrit notre feuille de route pour devenir régénératif. Alors, on disait en 2030 ou 2040, si c'est 2050, c'est pas grave. Si on y arrive, c'est déjà bien. Le Cornus 3, ce sera 2060. Exactement. Et du coup, voilà, on essaie de tout mettre en œuvre pour apporter du bien, pour le vivant, pour le climat, tout en faisant en sorte que nos entreprises puissent continuer à tourner et à perdurer dans le temps.
Bon, on va retrouver tous nos intervenants dans quelques minutes. Nouveauté, merci pour cette présentation. Nouveauté cette année, pour prendre un petit peu de hauteur et lancer les échanges, place à une carte blanche avec Sébastien Béclin. Merci d'être avec nous, Sébastien Béclin, expert au CIRID, partenaire de cet événement depuis la première édition d'ailleurs, je crois savoir. Un mot sur le CIRID d'abord? Oui. Donc le CIRID, c'est le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Nous sommes une association loi 1901 reconnue d'intérêt général basée à Saint-Étienne, car nous sommes une émanation de l'école des mines de Saint-Étienne. Nous promouvons en tout cas les nouveaux modèles de coopération et durable au sein des territoires, dont l'économie circulaire, dont l'écologie territoriale et industrielle, dont l'économie de la fonctionnalité et la coopération. Nous travaillons notamment avec les collectivités comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, de manière à promouvoir l'économie circulaire au sein des filières industrielles, également avec les entreprises pour leur permettre de tester de nouveaux modèles économiques et avec les associations également. Bon, pour cette première thématique, votre carte blanche, Sébastien, l'économie circulaire comme enjeu de souveraineté industrielle. Qu'est-ce qui vous inspire? Quelle vision vous aimeriez partager pour peut-être nourrir les échanges qui vont arriver là? Allez, c'est à vous. Je vais essayer. Vous allez parfaitement y arriver. Alors pour tous les participants qui sont présents en ligne, je pense que peut-être ces termes de souveraineté industrielle et d'économie circulaire sont un petit peu obscurs ou un peu flous. Et donc histoire de mettre tout le monde au même niveau, je souhaitais en tout cas rappeler ce qu'est la souveraineté industrielle, parce que c'est un terme qui a littéralement envahi, je pense, le discours politique, qu'il soit national et ou européen depuis les crises, les dernières crises que nous avons connues. Et on entend ce terme décliné, on va dire, à toutes les sauces. On parle de souveraineté industrielle, on parle de souveraineté technologique, on parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté de défense. Du coup, cette multiplication finalement de typologies de souveraineté, ça revient un petit peu en déliter le sens. Donc, je pensais intéressant de revenir un petit peu sur cette définition. Donc, il n'y a pas de définition de souveraineté industrielle unique. Moi, celle que j'ai trouvée et qui me plaisait le plus, c'est celle que vous voyez à l'écran. Donc, la souveraineté industrielle, c'est l'absence de dépendance à l'égard des pays étrangers pour bénéficier de produits ou de services ou de biens, tout en disposant sur le territoire national, finalement, d'un outil productif industriel qui va répondre à ses besoins. Et derrière cette définition, on entend beaucoup les termes de contrôle, finalement, contrôle de la production, les termes aussi d'indépendance, vis-à-vis d'un petit peu absence d'échange, finalement, de relocalisation, bien évidemment, de réindustrialisation, de territoire et d'économie. Et quand on met cette définition en parallèle de l'économie circulaire, la définition qu'en donne l'ADEME, l'économie circulaire, c'est un système économique d'échange qui est basé sur l'échange et sur la production et qui va à tous les stades du cycle de vie, va permettre, en fait, à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources, diminuer l'impact sur l'environnement, tout en accroissant, on va dire, le bien-être des individus. Et ici, on entend bien-être des individus, réduction de l'impact environnemental, préservation des ressources, cycle de vie, mais bien évidemment, économie. Ce qui est intéressant quand on compare un petit peu, quand on met en parallèle ces deux définitions, c'est qu'on s'aperçoit vite, finalement, qu'une filière ou une nation, elle peut être souveraine sans être circulaire. Tandis qu'une filière ou une nation, à partir du moment où elle est circulaire, forcément, elle sera souveraine. Et ça, c'est intéressant de le noter, c'est-à-dire qu'effectivement, l'économie circulaire, ça peut être un moyen pour arriver jusqu'à la souveraineté industrielle. Mais bien que ce soit un moyen, est-ce que la souveraineté industrielle, c'est vraiment le but de l'économie circulaire? Ça, c'est un petit peu l'attente que j'ai vis-à-vis des intervenants et des participants qui sont en ligne. Est-ce que l'économie circulaire dans la filière textile régionale, telle que nous le souhaitons en tant qu'acteurs associatifs de recherche et d'innovation industrielle, c'est le but de l'économie circulaire. Et je pense que c'est une attente que moi j'ai pour cette table ronde. Et je pense que c'est crucial de se poser la question collectivement en tant que filière. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, si on poursuit, ou alors si on a une réponse qui est exclusivement, on va dire, économique, on peut en fait engendrer des risques, on va dire, ou en tout cas des conséquences qui sont néfastes, alors qu'on souhaitait mettre en place l'économie circulaire pour certains biens, notamment environnementaux, de bien-être des individus. Et si on passe notamment sur la slide suivante, on s'aperçoit que c'est ce qui se passe déjà, en fait.
C'est-à-dire que ici, vous avez l'indice de circularité global, c'est-à-dire l'indice de la circularité dans l'économie globale, mondialisée. Elle est mesurée donc, à travers ce rapport qui est le Circularity Gap Report, qui est produit depuis 2018. Et on voit que la circularité, donc, qui est ici mesurée par la proportion de matières secondaires recyclées qui est dans l'économie, elle tend à diminuer. On est passé de 9% en 2018 à 6% en 2024, et ça continue. Et c'est hallucinant, parce que finalement, on n'a jamais autant financé l'économie circulaire, on n'a jamais autant promulgué l'économie circulaire, on n'a jamais autant fait de lois et de contraintes réglementaires pour l'économie circulaire, et pourtant la circularité diminue. Et les auteurs de ce très bon rapport se posaient la question pourquoi. Et le pourquoi, je pense qu'il dépend justement de cette vision globale qu'une filière doit avoir, justement, c'est qu'est-ce qu'on souhaite, vers quel objectif, quel but on souhaite aller. S'il est exclusivement économique, tout comme ça a été montré ici au niveau globalisé, eh bien finalement, cette économie circulaire va servir à l'optimisation des coûts de production, va servir à réemployer, à remanufacturer, à recycler, donc à accroître le modèle économique. Mais finalement, on ne transforme pas la filière, on lui adjoint, en fait, on lui ajoute certains modes, et en fait, on va venir accroître la production industrielle. C'est-à-dire qu'on a diminué les coûts, on a augmenté les modèles économiques, mais on a accru la production, et du coup, on a extrait encore plus de ressources qu'on le faisait il y a 8 ans. Donc, ma question, c'est est-ce que l'économie circulaire, c'est ça, c'est pas une question, c'est une attente. Ouais. Ça fait deux attentes déjà, effectivement. C'est ça. Merci pour cette carte blanche, Sébastien Béclin. Alors, j'ai vu ici même, autour de cette table ronde, des gens qui prenaient en photo vos slides. J'ai beaucoup vu certains acquiescer, donc ils sont plutôt d'accord avec vous. Ils sont plutôt d'accord avec vous. On verra. Bon, on vous retrouvera et mercredi et vendredi tout au cours des 2 autres tables rondes. On vous retrouvera en conclusion tout à l'heure. Et évidemment, pendant les échanges ici, vous n'hésitez pas, vous intervenez, vous relancez, vous leur dites que vous n'êtes pas d'accord avec eux. C'est comme vous voulez. Hein. Table ronde, effectivement. Et vous qui êtes connectés également, eh bien, cette table ronde est aussi la vôtre. Vous laissez vos questions sur le chat et nos experts y répondront aux alentours de 11h45, c'est-à-dire en fin de table ronde. Je me tourne vers vous Eric Boel. Vous incarnez, je le disais, une voix forte de l'industrie textile française. En préparant cette table ronde, vous me disiez, presque en m'engueulant, mais j'y suis pour rien, vous me disiez, l'économie circulaire, ce n'est pas un gadget. Alors, avant d'en détailler les vertus de cette économie circulaire, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés pour mesurer son vrai poids? Merci Sébastien de ce que tu viens de dire, parce que c'est parfaitement convergent avec ce que je vais tenter d'exprimer. Les chiffres que je vais vous donner, tout le monde les connaît, mais quand on les met ensemble, ils défoncent. Le jour du dépassement, tout le monde connaît ce terme, c'est le jour donc où la planète a dépassé la capacité à fournir l'humanité en matière vierge. C'est le 1er août, c'est-à-dire 60% de l'année. Les chiffres de la Commission européenne nous indiquent que 50% des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité et 90% de la perte de biodiversité sont liées à l'extraction et à la transformation des matières premières vierges. Or, comme Sébastien vient de nous le montrer, l'économie linéaire, c'est 94% de l'économie mondiale. Or, les chiffres que je viens de vous donner montrent 60% de l'année, donc l'économie circulaire devrait représenter 40% de l'économie mondiale. Donc, ce n'est pas une option, c'est mathématique. On ne peut pas faire autrement. Pas un gadget. Ce n'est pas un gadget, c'est des maths. On arrive, tout le monde le comprend aisément. Exemple du textile, qui est lui aussi absolument dingue. Étude Cycléco commandée par l'Union des industries textiles sur l'empreinte carbone du textile en France. Empreinte, c'est-à-dire comparaison par rapport aux produits importés, 97%, comme vous le disiez tout à l'heure. Le kilo de textile que nous portons génère en moyenne 56 kg de CO2. Quand on le produit en France, on divise par 2 cet impact. Quand on diffuse en circuit court, on divise par 4 cet impact. Et quand on utilise en plus de la matière recyclée, on divise par 10 cet impact. Donc, divisé par 10, bon,
trouve ça plutôt sympa, mais on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire. Eh bien, imaginons que tous les secteurs d'activité, on soit sur ce ratio divisé par 10. En 2023, l'activité humaine a généré 40 gigatonnes de CO2. Si on divise par 10, c'est donc 4 gigatonnes. Là aussi, tout le monde est capable de faire ce calcul. 4 gigatonnes, qu'est-ce que c'est 4 gigatonnes? C'est l'activité humaine, c'est le CO2 généré par l'activité humaine à la deuxième moitié du 19e siècle, avant l'ère pétrolière. Donc, pardon d'insister là-dessus et de m'emballer aussi fort, mais c'est possible. Ça veut dire qu'on a tous l'impression, le discours politique, bon, les accords de Paris, etc., mais comment on va faire pour y arriver? C'est impossible. Il faut moins 30%, moins 40%, c'est pas possible. Là, on est à moins 90% et c'est possible. Et le textile montre qu'effectivement, le textile est un secteur qui montre l'exemple souvent de ce qu'il ne faut pas faire. Il peut montrer l'exemple d'une économie, mais on détaillera plus dans le cours de la table ronde, qui fait du bien. Et là, ça revient à la finalité, ce que tu as dit, Sébastien. La finalité, ce n'est plus la maximisation des produits, mais une économie qui fait du bien à l'homme et à la planète. Exactement. Merci pour cette ouverture et ce coup de gueule en ouverture de table ronde. On va faire comme ça avec vous. Le débat est là aussi posé. Alors, je vous entends, c'est possible. Ce changement est inéluctable, tant mieux, mais ce fameux chiffre de 97% du textile consommé qui est en France est importé. Je m'adresse à vous six là maintenant. Qu'est-ce qui fait ça bloque le passage à une production plus locale, plus circulaire? Quels sont les freins selon vous? Grégory Poiset, tiens. Alors, les freins, c'est déjà, je pense qu'il faut que dans la filière, qu'on travaille mieux ensemble, qu'on arrive à coopérer, qu'on arrive à collaborer, qu'on fasse en sorte de chasser en meute, et qu'on sorte un petit peu de ces prérequis qu'on a depuis des années, où comme l'industrie textile va quand même mal et a perdu énormément d'emplois ces 20 ou 30 dernières années. La philosophie, je gagne si tu crèves, il va falloir qu'on l'oublie et tout de suite. Ça, c'est le premier point. Ouais. Anne. Effectivement, je rejoins, mais c'est tout à fait ça. On n'est plus beaucoup, en fait, aujourd'hui, à être présent de la filière textile par rapport à il y a 50 ans, par exemple. Donc, il faut vraiment qu'on s'unisse et surtout s'unir face à qui aussi. Et on voit bien que extérieur à la France, voire même extérieur à l'Europe, en fait, il y a tout ce qui arrive de textile. Et c'est là-dessus où nous, il faut qu'on soit forts pour faire nos propres propositions et pouvoir amener nos propres produits et être même économiquement viable vis-à-vis de ce qui arrive sur notre territoire. Alors, la question, c'était qu'est-ce qui bloque, mais vous nous apportez des solutions, je l'entends, effectivement. Nadia Codby, encore, des solutions, alors, effectivement, pour que ça devienne une production plus locale et plus circulaire. Moi, je vais rejoindre la définition de Sébastien. La région, elle a commencé par œuvrer pour la souveraineté industrielle des entreprises du territoire en votant un plan de relocalisation en 2021. Et elle a souhaité aussi investir dans l'économie circulaire. Et il y a un investissement fort auprès de la filière textile depuis 2023 avec les accords de filière en faveur de l'économie circulaire. Et il y a des accords de filière en faveur de l'économie circulaire dans d'autres secteurs qui sont en cours d'élaboration. Alors, notamment les aimants et les terres rares, les panneaux recyclage et le rétrofit des panneaux solaires. On se rend bien compte aujourd'hui que l'enjeu, il est aussi d'aller vers une économie plus vertueuse, plus locale, plus respectueuse des hommes et des territoires. Et la région, elle soutient les entreprises dans leurs projets, notamment le projet Oratex, qui a été soutenu par la région. On va en parler des projets Oratex, évidemment. Il y avait Isabelle Ferreira qui était à l'affût, là. NFT, nouvelle fibre textile. Donc voilà, il y a un engagement fort de la région auprès des industriels sur la filière textile. Isabelle Ferreira. Voilà, si je peux compléter ton propos, Nadia, en fait, nous, l'IFTH, notre rôle, c'est faire le trait d'union entre les entreprises parce qu'on travaille aussi bien avec l'amont l'aval. On travaille aussi avec des industries transverses, c'est-à-dire il y a la chimie, il y a le plastique, etc. Donc l'idée, c'est que redonner du bon sens et de faire travailler plus collectif, textile, mais aussi avec les autres secteurs. Et je pense que c'est en travaillant comme ça qu'on arrivera peut-être à relocaliser et aller sur une économie plus locale pour apporter, pour maintenir un outil industriel en France. Eric Boel. Oui, j'ai bien beaucoup aimé tout ce qu'on vient de se dire.
Quand tu dis il faut qu'on arrive, cette économie de la prédation, etc., si on veut imiter la nature, qui est un maître à penser extraordinaire, il faut qu'on passe de cette économie de la prédation et de l'autoprotection à une économie symbiotique. Donc, ce n'est pas travailler ensemble, c'est construire ensemble. Et l'économie circulaire, c'est le support de ça. L'économie circulaire, c'est l'économie du lien. Et vraiment, ça paraît très bateau, là, ce que je suis en train de dire, mais on y travaille depuis de nombreuses années. Et évidemment, c'est très logique. On comprend bien que l'économie circulaire, c'est produire et transformer la matière au plus près de l'endroit où elle a été consommée. Si cette matière, elle fait 3 fois le tour de la planète, on aura tout perdu. Ce n'est pas du tout ça, l'idée. Et du coup, si on le fait localement, évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'on ait toutes les briques qui soient locales. Et pas une brique locale, et puis l'autre en Éthiopie, la troisième au Bangladesh, et je ne sais où. Donc, c'est bien cette idée-là. Et donc, l'économie circulaire, finalement, elle nous force à travailler ensemble, ce qui n'est pas nécessairement naturel. Et je terminerai juste d'une phrase. En fait, c'est la définition de l'écosystème naturel, c'est l'économie, cette économie, comme un écosystème naturel, c'est un équilibre de prospérité réciproque. C'est-à-dire qu'on n'est plus responsable que de sa propre prospérité de notre entreprise, mais de la prospérité de l'ensemble de cet écosystème. Et c'est profondément, ça change tout en termes d'humanité, de réhumanisation de notre économie, de liens, etc. Mais on y reviendra sans doute plus après. Enfin, en 2 mots, je dis juste un truc par rapport à ce que je vous décrirai par la suite. On a créé des liens. Les liens se créent, en l'occurrence, avec ce qu'on va décrire aujourd'hui, des multinationales internationales, des grands groupes de distribution, des PME, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des ETI, la distribution, l'industrie, finalement, et les collectivités, la région, etc. Si on s'y met tous ensemble, mais il faut un support pour ça. Ce support, c'est l'économie circulaire. On pourra faire des choses magnifiques. Oui, je me permets juste de compléter aussi. En fait, peut-être la difficulté de l'industrie textile, c'est qu'il y a énormément de maillons dans la chaîne textile. Il y a énormément de process, de l'amont jusqu'au final. Il y a des grands groupes, il y a des PME. Et du coup, toute cette différence-là et cette multiplicité-là, c'est là, effectivement, on doit tous construire ensemble. Mais forcément, ça demande beaucoup de synergie, beaucoup de travail des uns et des autres. C'est peut-être pour ça aussi qui fait que ça bloque, que c'est plus long à arriver jusqu'à l'industrie textile. Et c'est pour ça qu'il y a notamment cette table ronde. Exactement. Évidemment. On continue. Oui, Sébastien, vous voulez rajouter? Non, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Grégory et Eric. Je pense que la collaboration, en termes de collaboration, travailler ensemble, l'union, c'est vraiment ce qu'il faut pour la filière textile. Ça rejoint un petit peu ce que je souhaitais entendre sur la vision commune de la circularité dans la filière. C'est développer cette vision à travers la pluralité finalement des acteurs qui la composent. C'est vrai qu'on ne pourra pas embarquer peut-être tout le monde, justement, parce que la filière est très éclatée, comme tu le disais. Il y a énormément d'acteurs qui parfois se font concurrence. Elle disait, Anne, qu'il ne restait plus beaucoup aussi. Hein. Oui, dans chaque partie, chaque bloc, chaque maillon, chaque bloc, il en reste. Ce qui peut être intéressant, c'est de créer un noyau dur, en fait. De créer un noyau dur, et je pense que les collectivités elles peuvent être extrêmement motrices pour ces filières-là, ainsi que les instituts de formation textile et habillement, tout ce qui est recherche et innovation, pour vraiment créer un noyau dur, définir cette vision et ensuite y aller avec les gens qui souhaitent y aller. C'est un peu ce qu'on a construit avec l'accord de filière textile. Hein. L'accord de filière textile il est signé avec la branche professionnelle Unitex et il associe le pôle de compétitivité Tectera et l'IFTH. Et ce qui a été remis au centre, c'est bien le principe de l'accord de filière tel que défini par l'ADEME. Et on a travaillé sur chacun des axes pour emmener tout le monde au niveau où il en était, que ce soit sur les déchets, que ce soit sur l'éco-conception, que ce soit sur la décarbonation, que ce soit sur les économies d'eau. Voilà, il y a quand même une vision un peu globale. Et la région, elle est aussi, elle soutient aussi ça. Justement, on va rester avec vous sur la région Rhône-Alpes qui a fait donc du textile, vous l'avez dit, une priorité. Pourquoi ce choix et qu'est-ce qui rend finalement cette filière si stratégique pour le territoire?
Alors, il y a 2 filières stratégiques parce qu'il y a le premier accord a été signé dans la plasturgie. Oui, mais parlez du textile ce matin. Et la filière textile, elle est stratégique parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes, historiquement, est une région Bien textile sûr. très importante. C'est la première région textile en France. Historiquement, c'est une région textile première aussi. Donc, c'est tout un savoir-faire. On a des entreprises du patrimoine vivant dans ce secteur. C'est une textile qui est essentielle aujourd'hui à la région. Je peux compléter. En fait, on adresse tous les secteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit la mode habillement, le textile technique, voilà. Tous les secteurs sont représentés en Auvergne-Rhône-Alpes et on a, si je puis dire, l'ensemble des briques pour répondre aux besoins textiles français et plus. Et puis, c'est une filière qu'on retrouve en lien avec d'autres filières. Bien On sûr. retrouve du textile, Rien n'est cloisonné. Rien n'est cloisonné. en fait, qui est en lien avec la chimie, qui est en lien avec la plasturgie, qui est en lien avec l'aéronautique, qui est en lien avec la question de la défense. L'industrie textile est quand même voilà, au centre de plein d'autres industries autour. Donc, c'est un maillon essentiel et c'est important. Voilà, le fil, le projet de Masboeuf est très important aussi pour notre territoire. Nous rentrerons dans le détail avec ce projet. Tout est important, tout autour de cette table ronde ce matin est important, vous n'en faites pas. Pas d'économie circulaire sans matière recyclée compétitive. On parle de compétitivité aussi. Agboal, tiens, je me retourne vers vous. Quelles sont les conditions de compétitivité justement pour que la relocalisation soit crédible? Ce que vous venez de dire, je me permets de le répéter, il n'y aura pas d'économie circulaire si la matière première recyclée n'est pas compétitive. C'est clair et net. Plus ça va, et plus on s'aperçoit qu'effectivement, en tout cas dans le textile, il n'y a aucun donneur d'ordre qui voudra passer des programmes de commandes sans avoir de la matière première recyclée compétitive. Et là, on revient, alors comment on fait? Un peu compliqué parce qu'on sait que le cycle industriel qui permet de faire de la matière recyclée, il est plus coûteux que la matière vierge. C'est comme ça. C'est structurel. D'autant plus si on le fait évidemment sur nos territoires, où on a un pacte social et environnemental qui est l'un des plus exigeants de la planète dans le textile. Il y a une solution qui est très claire, et il faut bien garder ça en tête. Ce principe du pollueur-payeur, qui est un principe mondial, qui date de 1972, si je ne m'abuse, qui a été étendu au niveau européen par une directive de septembre 2025 à l'ensemble des pays européens, avec les éco-organismes qui gèrent la fin de vie des produits. Il faut qu'on passe du principe de pollueur-payeur à pollueur-stimulateur d'un écosystème vertueux plus local, moins carboné, qui crée des emplois, qui crée du lien, enfin tout ce qu'on va se partager autour de cette table ronde. En fait, on a une source de financement qui ne coûte pas un centime à l'État, qui est financé par les metteurs en marché. Je mets un produit sur le marché, je paye une éco-contribution, c'est ce principe du pollueur-payeur. Et bien, une partie de cette éco-contribution, elle doit être utilisée pour financer ces programmes vertueux, locaux, etc., créateurs d'emplois pérennes. Vous venez me poser chez Voldeduc comment vous travaillez concrètement sur ce sujet? Alors concrètement, nous, à notre échelle, et Oui. ça revient toujours sur notre feuille de route qu'on a écrite à la CEC, c'est faire en sorte que tous les nouveaux produits qu'on crée soient à base de matières biosourcées ou recyclées. Et on le fait, et j'aime ce que tu dis, Eric, quand tu dis des matières recyclées compétitives. C'est primordial. Et donc, nous, tous les nouveaux produits, déjà, ils sont basés comme ça. Derrière, il y a un autre point qu'on a écrit dans notre feuille de route, c'est de travailler sur la conception modulaire. C'est-à-dire que dès la conception du produit, on réfléchit pour qu'on puisse déjà accompagner ce produit durant toute sa vie, faire en sorte d'allonger sa durée de vie en offrant la possibilité de le réparer et de pouvoir séparer l'ensemble des composants à la fois pour les interchanger, mais aussi pour les réutiliser en fin de vie sur d'autres domaines d'application si possible. Et puis, on va encore plus loin puisqu'on essaye et on propose à nos clients de les accompagner jusqu'à la fin de vie du produit et de faire en sorte qu'en fin de vie, on puisse remettre ces produits en filière de recyclabilité pour qu'on puisse en refaire de la fibre, du fil et que ça revienne sur le circuit. On le fait également avec nos chutes de production, donc ça reste assez classique, assez basique, mais c'est important de le préciser parce qu'il y a encore 5 ans en arrière, quand on parlait de ça, tout le monde nous regardait avec des grands yeux. Il y a eu des gros projets sur le sujet et maintenant, on se rend compte que ça fonctionne. Et ça fonctionne au niveau local
puisqu'on sait le faire. Voilà, en l'occurrence, là, on sait que nos chutes de prod, elles vont à Ample-Puits, chez Nouvelle Fibre Textile. Et donc, voilà, c'est à 40 ou 50 km de chez nous. Donc, on arrive à le faire vraiment en local et en circuit court. Donc, Sébastien qui prenait des notes. Oui, non, j'étais d'accord. Parce que c'est tout, je prends des notes pour la fin. Ah, d'accord. Vous voulez rebondir sur ce que disait concrètement Grégory Poiset, ça vous parle Moi, ça marche la partie, nous, ce qu'on appelle finalement éco-conception, mais nous, jusque-là, comme on est de plus en plus allé dans la technicité au fil des années, on a toujours parlé de performance. Tous nos clients nous ont parlé de performance, donc on a fait des fils composites avec plein de matières différentes. Et aujourd'hui, on y revient, on dit, bon, ok, la performance, c'est très important, on garde ça, bien évidemment, mais on peut aussi réfléchir à optimiser en limitant les matières, limitant les process. Et finalement, c'est des produits qui conviennent aussi bien parce que notre client derrière, effectivement, qui va tisser, tricoter, tresser le fil, après, on sait que le produit, il va falloir le dépioter, le démanteler, etc. Donc, c'est des notions, effectivement, que maintenant, nous aussi, on a intégrées. Et on a des projets comme ça, que ça soit aussi bien pour des gants anti-coupure, aussi bien pour des gaines pour l'aéronautique, tout plein de marchés un peu techniques. Donc, c'est vraiment important, mais c'est vrai que jusqu'à il y a même 5 ans, 4 ans, ce n'était pas demandé, quoi. C'était vraiment performance. On va parler de sécuriser l'accès aux matières premières. On a bien entendu Eric Boel, pas d'économie circulaire sans matière compétitive. Moi, je reviens à NFT. On veut du concret autour de cette table ronde pour bien comprendre, effectivement. NFT qui veut devenir un maillon clé pour valoriser les textiles en fin de vie. Là, pareil, expliquez-nous comment vous explorez, vous, les solutions alors, technologiques et industrielles pour disposer justement de ces fameuses matières premières recyclées et comment ensuite rendre viable ce modèle à l'échelle. C'est très simple à comprendre, et les textiliens qui sont... Quand on dit très simple à comprendre, généralement, c'est que c'est une usine à gaz. On vous écoute. C'est pas le cas. On vous écoute. On comprend bien que le textile, c'est une activité qui déploie des matières premières transformées, des vêtements techniques, pas techniques, en public, etc., extraordinairement hétérogènes en termes de composition, de nombre de couches. C'est un truc de dingue, toutes les saisons. Enfin, Zara, il a 48 collections par an. Shein, c'est 700 000 produits par jour, je crois, ou un truc comme ça. Il y a un gros mot en ce moment avec Shein. Hein. C'est un gros mot, et justement on y répond à ce gros mot. L'un des maillons qui manquait, c'est Nouvelle Fibre Textile. Alors, je ne dis pas parce que c'est nous, mais en fait, tout simplement, après un premier tri qui est fait dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, il n'est pas question qu'on enlève un emploi sur ce secteur. Il y en a 5000 en France à peu près aujourd'hui. On va enlever la crème, c'est-à-dire ce qui est réemployable en France, la seconde main. On va écarter ce qui est souillé, qui va partir en combustible solide de récupération. Tout le reste qui part à 95% à l'autre bout du monde, les produits légers en Afrique, les produits lourds en Asie, on peut les récupérer sur notre territoire, mais là, il faut les trier par composition et par couleur. Alors, par composition, déjà, la plupart des produits asiatiques, dans 30% des cas, la composition est fausse. Et en plus de ça, les gens coupent les étiquettes. Donc, la composition, pas bien facile de voir à l'œil. Donc, on a une machine qui vient de chez Pellinck et qui nous permet à très haute vitesse de voir quelle est la composition du textile qu'on va mettre dans cette machine. Donc, on va trier par composition, par couleur. On va enlever les boutons, braguettes, etc., différents points durs. Et on va faire des balles de fibres utilisables par tous les secteurs industriels, utilisateurs de fibres textiles, c'est-à-dire plasturgie, on en a parlé, c'est bien sûr le textile, bien entendu, mais c'est aussi l'isolant, phonique, thermique, etc., les non tissés. En fait, la fibre textile, comme vous l'avez dit, Nadia, en fait, elle est dans plein d'endroits. Et le seul objectif, alors ce maillon qui manquait, qui permet de finalement raccorder toutes les autres briques, le tricotage, le tissage, la filature, la distribution, la confection, etc., c'est ce maillon qui permet finalement cette brique manquante, puisque l'économie circulaire, évidemment, c'est une chaîne, et s'il manque un maillon de la chaîne, ça ne marche pas. Et donc, il faut ce maillon-là, et que ce soit nous ou d'autres d'ailleurs. Et donc ça, c'est très important. Et je termine juste par une phrase pour bien comprendre à quoi ça sert, ce truc-là, ce site d'Ample-Puits. On va monter une unité de 25 000 tonnes dans les 2 ans qui viennent. Là, ce site-là, c'est 1000 tonnes par équipe, donc 3 millions de vêtements traités en 2024. C'est quoi? C'est de dire, s'il y a 100 tonnes de matière qui arrivent dans cette usine, ces 100 tonnes, il faut qu'on arrive à les valoriser jusqu'au dernier gramme
sur tous les secteurs d'activité utilisateurs de fibres textiles. Et ça, c'est fondamental, c'est ce qu'on doit faire. Je reprends un petit peu ce qui a été dit par je ne sais plus qui. Jeter du textile, mais quel manque de respect pour les gens qui ont fabriqué, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde. Le textile, jusqu'au bout, il doit donner le meilleur de lui-même. Et c'est une matière qui est précieuse, ce n'est pas un déchet. On reste dans le concret. Merci avec vous, Anne Lambert, avec Oratex. Donc, on a fait du teasing, on va rentrer au cœur d'Oratex maintenant. Vous parliez, vous, sur la réintroduction donc, du filage en France et sur une plateforme collective capable de travailler des matières recyclées et biosourcées. Alors, parlez-nous de ce projet Oratex dans un premier temps. De quoi s'agit-il? Et Isabelle Ferreira sera en complément avec vous, parce que l'IFTH, partie prenante complète. Oratex, on vous écoute. Oratex, en fait, c'est une plateforme, comme vous disiez, qui est ouverte, qui est basée du coup dans la Drôme, qui est en construction et qui sera verdée dès début 2026 et qui intègre un outil de filage multifilament, donc pour les matières synthétiques, le polyamide, le polyester, dans des conditions industrielles. Et c'est vraiment là où effectivement j'insiste, on parle vraiment d'industrialisation. Et cette plateforme, en fait, elle est née d'un constat donc, par M. Masbeuf, Patrick Masbeuf, qui, déjà en 2018-2019, faisait ce lien dans cette brique de filage multifilament. Bon, elle n'est plus en France, ça c'est vraiment pas nouveau, mais surtout on en a besoin. On en a besoin pour, si on a des nouveaux matériaux, des matériaux recyclés, des matériaux biosourcés ou tout autre, des matériaux fonctionnels, et que, ok, on verra avec Isabelle, mais on a pu faire du fil avec, on a passé la R&D. Comment après passer ce cap, justement, l'industrialisation, voilà, en tant que chaîne, et du coup, il nous manquait ce maillon-là. Et même aussi, nous, au niveau du fil, donc nous, on travaille du fil, effectivement, depuis 1930, et c'est important de maîtriser l'innovation qui vient justement de cette matière première qui est importante. Sans fil, il n'y a pas de textile. Donc, et la fonctionnalité vient en grande partie du fil. Et justement, venir remettre cette innovation et la maîtriser en interne, voilà, c'est vraiment une volonté de la part de M. Masbeuf. Et donc, on a, grâce notamment au soutien de la région, de l'État, on a construit cette idée de plateforme qui prend vie, là, du coup, en 2026, avec du filage, et puis avec, chez Masbeuf Textile, toutes les étapes de transformation possibles. L'objectif est d'arriver à proposer des fils finis, fonctionnels, et surtout, dans la quantité où c'est nécessaire. On n'est plus sur des productions de masse pour la technicité, on est vraiment plus sur faire des tonnes et des tonnes du même fil pendant des mois, donc pouvoir faire des quantités contrôlées à la demande, et d'apporter la fonctionnalité dont les industriels ont besoin. Et on ouvre cette plateforme aux acteurs de la filière textile. C'est intéressant. Voilà, qui en ont besoin pour justement industrialiser de nouveaux produits ou qui ont besoin d'une petite quantité de certains fils. Voilà. Et c'est là on revient sur cette idée de travailler effectivement tous ensemble. Comme ce filage, effectivement, n'est plus présent dans ces conditions-là, voilà, notre volonté de le réintroduire. Vous parlez de travailler tous ensemble, le temps vers Isabelle Ferreira, effectivement, dans Oratex, vous, avec l'IFTH, vous intervenez comme centre technique industriel. En quoi consiste votre accompagnement? Alors, j'avais préparé un slide, comme ça, ce sera plus concret pour nos auditeurs. Nous, dans Oratex, on est l'outil R&D et de prototypage de la plateforme, en fait. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner Masbeuf dans la mise au point de fils innovants, donc à l'échelle pilote semi-industrielle. Les outils qui sont présents à l'IFTH permettent d'obtenir des fils de qualité industrielle. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a développé un fil sur nos outils, les paramètres process qui sont mis en œuvre et qui sont optimisés seront directement transférables sur la plateforme de Masbeuf. Donc, bien sûr, il y aura toujours des petits ajustements, mais malgré tout, on est quand même très proche de l'outil industriel. Donc, on a une plateforme, je ne sais pas si on a le slide, avec deux outils qui permettent de préparer et de travailler la matière en amont pour avoir la fonctionnalité, mettre en les matières. Et on a un outil de filage qui permet, voilà, vous avez les caractéristiques de l'outil ici, qui permet donc ce qu'on dit d'obtenir des fils de qualité industrielle. En l'occurrence, actuellement, nous travaillons donc sur du fil teint-masse. Donc, on vient teindre la matière au moment de la réalisation du fil. Donc, on ajoute des pigments pour répondre à des premiers cahiers des charges, puisqu'effectivement, aujourd'hui, au niveau français, donc, nous avons des clients de Masbeuf qui sont en attente de ces fils, donc tout de suite. Donc, ça veut dire qu'en 2026, la société Masbeuf pourra directement approvisionner. Donc, on travaille déjà sur ces premiers fils. Et nous avons présenté, donc à l'occasion des 20 ans de Tectera, donc un premier prototype qui a été conçu à partir des fils réalisés sur notre plateforme,
est mis en œuvre donc, dans la société Masbeuf par texturation, tricoté, confectionné, et on a également brodé un fil Oratex. Voilà, donc on est vraiment arrivé au bout d'un premier produit. Oui, parce que ça va être ma question. Ok, j'ai bien compris que votre rôle, il était ce que vous venez de décrire, mais c'est aussi de passer à l'échelle. On est d'accord, hein, vous passez à l'échelle. Comment faites-vous pour que ça ne reste pas en fait une belle idée? Alors, on agit à différents niveaux, enfin 3 niveaux, je dirais même. Donc, on a tout d'abord embauché un jeune ingénieur, Léonard Meyer, qui est spécifiquement dédié au projet, qui se forme sous les outils, qui travaille sur d'autres outils et qui ensuite, à l'issue du programme de R&D, donc plutôt en 2026, sera embauché par Masbeuf Textile. Donc, il sera directement opérationnel sur l'outil industriel qui sera mis en œuvre à Masbeuf. Voilà, donc il est formé, il va faire le transfert et ensuite il sera dédié à la machine, rentré aux activités chez Masbeuf. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les fils ou les produits que l'on développe à l'IFTH sur cette plateforme sont de qualité industrielle. On va valider que ce qui sera mis en œuvre est directement utilisable sur l'outil de Masbeuf. Et le troisième point, c'est que nous accompagnons Masbeuf, nous avons accompagné Masbeuf sur le choix des machines pour qu'elles puissent répondre justement à un grand nombre de besoins, surtout sachant qu'aujourd'hui, on n'est pas sur des gros volumes. Ce qui est la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, en France ou par ailleurs, on a besoin de petits volumes et des spécificités de fonctionnalité. Là, l'idée, c'est de répondre à des besoins justement spécifiques de volume, et donc on accompagne Masbeuf dans le choix de ces machines. Et, question ouverte à toutes les deux, finalement, en quoi cette plateforme de filage était une étape clé on parle de souveraineté, une étape clé pour réintroduire justement en France un maillon, comment on pourrait dire, stratégique et collectif. C'est ça. Ce qu'on disait, c'est dans l'économie circulaire, s'il manque une brique, de toute façon, on ne peut pas y arriver. C'est aussi le constat même des projets qu'on a menés avec l'FTH ou que l'FTH a pu rencontrer, ou qui sont arrivés à des fils et des performances intéressantes, mais qui n'ont jamais pu aller au-delà du projet parce que par industrialisation. Donc voilà, nous, ça fait sens aussi chez Masbeuf Textile parce qu'on reste dans le fil, on reste dans quelque chose qu'on connaît. On a aussi des demandes, parce qu'on disait, on a déjà des marchés identifiés. Donc, on ne part pas non plus à l'aventure sans être préparé. Le filage, ça reste une technologie connue, mais avec technologie connue, on va faire quelque chose de nouveau. Voilà. Je peux compléter. Elle est là pour compléter, Isabelle Ferrer. Moi, je complète. Elle est là pour compléter. Elle complète sur Sébastien Béclin, sur Nadia Codnier. Elle complète. Voilà. Non, sur la partie stratégie, ce qui est important aussi, donc elle le disait Anne, c'est la partie répondre à des besoins spécifiques donc, de nos entreprises aujourd'hui, parce que les métiers de nos industries vont aussi évoluer. Donc l'idée, c'est de répondre aussi à leurs besoins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la notion de traçabilité. Ça veut dire qu'à partir du moment où on travaille local, qu'on a pris la main sur la production, on a cette notion de traçabilité que l'on peut rendre aussi aux consommateurs. Ça, c'est très important. Le troisième point, c'est l'empreinte carbone. Comme l'a dit Eric, c'est que si on fabrique local, si on a des outils industriels, si on relocalise, ça passe. Donc, encore important pour le consommateur. Et on parlait du collectif, donc l'idée, c'est qu'on fasse ça de manière collective. Le fameux chasser en mode de Grégory Poirier, slogan de la Team France Export aussi, effectivement. Nadia Codnier, vous le connaissez bien, vous, ce projet Euratex. Alors, pour compléter, comme dirait Isabelle Ferrer, qu'est-ce que vous en attendez, vous, à Région Auvergne-Rhône-Alpes? Ce projet il a été financé à égalité par l'État et la région dans le cadre d'un projet France 2030 régionalisé. On en attend de retrouver que la région, que la filière textile retrouve de la souveraineté, pour le coup, sur son territoire, de produire du fil qui répond aux besoins des entreprises de la région et d'être effectivement dans une boucle vertueuse, comme disait Isabelle, en fait. Ça va nourrir, on nourrit là toutes les briques et tout l'écosystème, et ça rejoint aussi ce que disait M. Boel, bien sûr. Le regard des industriels, tiens, Eric Boel et après Grégory Poirier sur Euratex. Évidemment, cette brique est indispensable. Il faut qu'on ait toutes les briques, sinon la chaîne n'existe pas. Et donc, c'est évidemment très bien. Et cette économie circulaire, le passage à l'échelle, qui est une des questions que vous indiquiez, il faut qu'on prenne conscience aussi que c'est très étonnant. Mais notre pays, on fait beaucoup de French bashing, surtout en ce moment. En fait, on est le seul pays d'Europe, et sans doute du monde,
qui a rassemblé tout ce qu'on est en train de partager autour de cette table ronde, c'est-à-dire ces technologies émergentes liées à l'économie circulaire. En fait, depuis la révolution industrielle, on s'est occupé de transformer la matière vierge. C'est comme ça, c'est beaucoup plus simple. Cette matière, elle est normée, elle est calée, elle est pure, elle est facile, entre guillemets, à utiliser, et on a 250 ans d'histoire. Là, on est en train de faire un truc nouveau. On a des matières mélangées qui ne sont pas pures, et on adapte nos outils industriels, etc. On a un système réglementaire qui nous exaspère, mais pour une fois, là, en l'occurrence, il est très intéressant parce qu'on a un éco-organisme qui est celui qui est le plus avancé en Europe. On a et que certains de nos pays européens nous envient. Exactement, et regardent avec attention, et viennent chercher de l'information là-dessus. Et l'autre point qu'on a évoqué autour de cette table ronde, c'est que cet écosystème, c'est-à-dire ce système symbiotique, où on s'est alliés les uns aux autres pour créer ça, eh ben, il existe, il est fait. On est déjà à l'échelle. On a recyclé en économie circulaire 8000 tonnes en 2024. On va vraisemblablement faire quasiment le triple en 2025. Si le système, et on est dans une phase très particulière de tout ce que je suis en train de décrire, c'est qu'on est en train de revoir l'agrément de notre éco-organisme. S'il va dans le sens de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on accompagne l'écosystème industriel et qu'on fasse en sorte, et c'est très exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment avec plein d'acteurs, et pour une fois, vous m'interrompez si je suis trop long, il y a quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'on s'est vu avec l'Alliance du commerce, c'est-à-dire l'ensemble des enseignes françaises d'habillement, avec l'Union des industries textiles, avec un club des recycleurs que nous avons créé en France, avec 25 entreprises pour l'instant, avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui représentent les collecteurs trieurs, c'est-à-dire l'ensemble de cette chaîne-là, et nous sommes en train d'écrire ce qu'il faudrait en termes économiques pour que la distribution de cette éco-contribution des éco-organismes puisse être répartie dans l'ensemble de ce cercle pour que les donneurs d'ordre passent des programmes de commandes qui est évidemment, comme tous les secteurs d'activité, l'économie circulaire n'échappe pas à cette règle, qui est le flux tiré. S'il n'y a pas de commande, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est ce que nous sommes en train de construire, et je pense qu'on est le seul pays au monde à faire ça. Et donc, l'avenir est radieux. On peut peut-être rappeler aussi, d'ailleurs, aux participants, qui sont des citoyens comme chacun, qu'il y a une consultation publique qui est ouverte justement pour le nouvel agrément de ReFashion. Donc, si vous avez justement un avis sur le sujet, sur le futur de la filière, vous n'hésitez pas hésiter à le donner. C'est maintenant, une fois que ce cahier des charges sera écrit, l'éco-organisme sera obligé ensuite de le dérouler en fait, de manière automatique. Bon, c'est très intéressant tout ce que vous me dites. On a un timing à préserver, mais on a des gens convaincus, donc convaincants. La preuve, il n'y a personne qui décroche sur le chat, personne n'est allé voir ses mails, personne n'est allé voir ses SMS, personne n'est sur Instagram. Ils sont tous focus là avec nous et restez avec nous. On a un timing à respecter. On va parler d'économie circulaire avec vous, Grégo Paz, évidemment, mais ce n'est pas seulement une question de matière, c'est aussi celle des savoir-faire, les préserver, les transmettre et parfois même les réintroduire. Et ça tombe bien puisque vous, votre actualité récente, vous le disiez en ouverture, c'est la prise de contrôle de T-Smile, c'est ça, un T-Smile à 3 spécialistes des chaussettes techniques. Alors, qu'est-ce qu'elle représente pour vous concrètement, cette opération? Alors, avant tout, c'est une histoire d'amitié. Oui. Parce que ça me regarde. Simplement, exactement. Mais c'est essentiel. Mais le président de T-Smile, c'est mon meilleur ami avec qui j'ai créé ma première société il y a 21 ans. Parfait. Donc, on se retrouve 15 ans plus tard, après s'être séparés, et on se dit, bah, tiens, est-ce qu'entre ta manufacture et la mienne, on n'aurait pas des choses à faire ensemble? En l'occurrence, Benoît Seguin, qui préside et qui dirige cette société T-Smile, a créé la marque LCF, la chaussette de France, des chaussettes techniques fabriquées en France pour la pratique du sport outdoor, ski, running, trail. Et nous, de notre côté, chez Bold-le-Duc, on avait créé des accessoires de protection autour du visage pour la pratique de sports d'hiver en montagne, mais aussi des tenues de running, de trail qu'on vendait sous une marque blanche qui ne fonctionnait pas vraiment parce que simplement, on n'avait pas la maîtrise de cette marque-là. Et du coup, on s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas un truc à faire
mettre en avant des produits fabriqués en France, à Troyes et à Lyon, sous la même marque qui s'appelle LCF Outdoor. Eux, ils avaient des demandes de produits autres que de la chaussette. Nous, on a le savoir-faire. Donc, du coup, ben voilà, on allie nos savoir-faire. C'est une super synergie. Ça permet aussi, parce que les chiffres dont parlait Eric tout à l'heure sont vraiment effarants. Et le fait de fabriquer et de pouvoir distribuer soi-même, donc en circuit court, ça réduit énormément les émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, ben, on a la maîtrise de la manufacture, du marketing avec la marque LCF Outdoor et d'une partie de la distribution, parce qu'on distribue une partie en direct, et le reste avec des retailers qui sont les retailers habituels qu'on connaissait chez LCF depuis des années. Donc, rapprochement avec le meilleur pote, on l'a compris. Synergie, vous venez de les évoquer, mais vous en entendez quoi maintenant en termes de résultats, en termes de mise en pratique? Alors, si vous voulez des données chiffrées, non, mais l'idée aujourd'hui, LCF, ça reste une petite marque qui fait un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Nous, l'ambition, c'est de monter entre 4 et 5 d'ici 2030. Comment on va le faire? Simplement avec l'élargissement de la gamme, avec des alliances et des rapprochements avec des distributeurs aussi, qui sont des grandes surfaces spécialisées, entre autres. Et puis avec la facilitation à l'accès de nos produits en développant encore plus notre distribution en direct avec le site internet. Elle se situe où l'innovation chez Boldeduc, à part de s'allier avec son meilleur copain, c'est-à-dire une innovation? Elle se situe sur plusieurs points en fin de compte. Il y a l'innovation au niveau des produits, parce que tous les produits dont je viens de vous parler pour LCF Outdoor, mais aussi pour tous les produits qu'on fabrique chez Boldeduc ou chez Tismail, elle est très présente. L'innovation fait partie de l'ADN de Boldeduc. Déjà parce que, je l'ai dit au départ, nous, chez Boldeduc, on conçoit, on fabrique, on distribue. Le fait de concevoir, ça veut dire rencontrer des clients et créer le cahier des charges avec eux sur un produit qui n'existe pas, sur un besoin qui est identifié mais qui reste latent. Donc, on conçoit le produit. Et puis, après, nous, nos valeurs chez nous, chez Boldeduc, qui ont été données il y a 7 ans, il y a d'abord des valeurs humaines qui sont la cohésion, le respect et la confiance, mais aussi des valeurs liées à l'innovation, l'ouverture d'esprit et le développement durable, qui met en exergue notre démarche RSE de manière très poussée. Et puis, on essaye d'être innovant sur le maintien des savoir-faire en France. Oui. C'est-à-dire que nous, quand on a réindustrialisé en France, on en parlera après, on a réindustrialisé fort en France. On s'est trouvé face à une problématique importante qui est la main-d'œuvre. On ne la trouvait plus en France. On ne la trouvait plus parce que c'est les savoir-faire qui sont perdus. C'est essentiel quand on disait, tiens, on ne faisait plus de fil en France, Nasbeuf est dessus. On ne savait pas recycler en France. Comment les réintroduire, justement? Alors, comment les réintroduire? Alors déjà, on a un gros travail à faire au niveau de la formation, mais là, nous, à notre échelle, chez Boldeduc, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que notre atelier de confection à Dardy, donc à 10 km de Lyon, on l'ouvre sous forme de tiers-lieu. Alors, pour nos collaborateurs, c'est super. S'ils veulent faire des robes de mariée ou autre, ils peuvent le faire dans notre atelier à titre et à des fins personnelles, mais aussi pour des organismes de formation. En l'occurrence, Maya Campus, qui travaille beaucoup, et entre autres avec la région, avec un dispositif qui s'appelle PRE, le plan de retour à l'emploi, pour des personnes qui sont en reconversion et qui veulent se former sur des nouveaux métiers ou sur des métiers qui leur plaisent. Là, en l'occurrence, la confection. Donc, on prête notre outil industriel pour ces personnes qui sont formées sur nos machines à coudre, avec notre énergie, sur des matières qu'on met à disposition. Et on va plus loin parce que ce tiers-lieu, on l'ouvre aussi à des confrères. Et là, on revient sur la collaboration, la coopération. On a un exemple concret, là, pas plus tard que la semaine dernière. Je dis confrère, mais en fin de compte, c'est hyper complémentaire à ce qu'on fait et ça va beaucoup parler aux personnes qui nous écoutent. Une société qui s'appelle Goodloop qui intervient sur la réparation des produits textiles outdoor, de sport outdoor, qui travaille aujourd'hui avec des grandes marques comme Patagonia, Millet, Picture et d'autres, qui sont confrontés à un problème parce qu'ils grandissent. Ils ont besoin d'espace pour pouvoir aller plus loin dans leur croissance. Ils sont venus nous voir en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas être accueillis chez vous le temps qu'on fasse construire notre usine? Évidemment, notre tiers-lieu, on ouvre en grand les portes. Et
C'est pas encore fait, mais on espère les voir arriver chez nous. Alors, non seulement pour la mise à disposition de notre outil, mais aussi parce que nous, on veut, on veut tisser des liens avec Guideloop et on veut qu'ils puissent réparer aussi des produits que nous, on met sur le marché et que les consommateurs souhaitent faire réparer. Vous avez compris que Grégory Poiset a annoncé en direct ce matin ici que Ból-de-Duc ouvrait un espace de coworking. On l'a compris. Un tiers-lieu. Un tiers-lieu, j'aime bien le mot tiers-lieu. Il est évocateur ce mot tiers-lieu, effectivement. Justement, on parle de réintroduire les savoir-faire. C'est le cœur du projet Oratex, finalement, aussi, que vous portez. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement aux autres industriels encore? En fait, ça va vraiment rejoindre ce que disait Grégory, parce qu'on est vraiment autour de déjà réintroduire effectivement le savoir-faire, mais aussi qu'est-ce que ça apporte. Si on met un peu le côté technique que tout le monde connaît, ça va apporter de la proximité, ça va apporter de la réactivité, ça va apporter aussi de la confiance effectivement aux industriels. Nous, avec ce projet, on est en contact avec tout type d'industriels textiles, voire même plastique, chimie, etc., pour la partie amont, voilà, et dans tous les marchés différents. Et aujourd'hui, beaucoup nous disent, nous, on cherche à se sourcer en France et aussi à avoir confiance. Enfin, ça revient aussi à ce que disait Eric, comme quoi 30% des étiquettes de ce qui arrive en Chine, la composition, elle est fausse. Donc, il y a une perte de confiance vraiment à ce niveau-là. Ils disent, avec cet outil-là, oui, on va avoir le fil qu'on veut, dans les quantités qu'on veut, la qualité qu'on veut, mais en plus, on va créer des liens, on va créer des nouveaux projets aussi derrière. Nous, cet outil, il est aussi dédié à des projets, il peut être ouvert aussi à des étudiants. On n'est pas qu'avec des industriels aussi, mais avec des collectivités. Voilà. Donc, on est vraiment tout autour de ça. Voilà, de cette confiance et cette proximité. Isabelle Ferrer, on parle de préserver, de réintroduire effectivement des savoir-faire clés comme le filage, mais comment l'IFTA, justement, à son niveau, contribue-t-il à ce travail de transmission et d'innovation pour que ces savoir-faire, finalement, viennent un véritable atout de compétitivité, mot qu'aime bien Eric Boel, la compétitivité. Et que ça reste en France. Et que ça reste en France, oui, évidemment. C'est la thématique de cette table. En fait, nous, à l'IFTH, comme je le disais en introduction, on a 4 métiers et il y en a un qui est particulièrement important par rapport à la préservation des savoir-faire. C'est ce que disait Grégory, c'est la formation. Oui. Donc, nous, on propose des programmes de formation pour la préservation des savoir-faire industriels. Donc, on est bien sur l'outil de production. On parle de filage, tissage, teinture, ennoblissement, confection. Que ce soit des programmes théoriques qu'on adapte, ou aussi la pratique. Donc, nous mettons à disposition nos outils et nous allons aussi dans les entreprises pour accompagner dans la formation de leurs employés et leur montée en compétences. C'est un travail que l'on fait aussi avec Unitex. Donc, on a mis en place des programmes de préservation des savoir-faire et, si je ne me trompe pas, on va accompagner déjà très rapidement 5 entreprises dans la préservation. 5 mettre en place des programmes adaptés à chaque entreprise, en fait. Ce qui est important aussi, c'est d'attirer les jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui soient intéressés par la production, par des filières traditionnelles, c'est très compliqué. Donc, c'est aussi d'adapter les méthodes. Et en l'occurrence, je voudrais citer un projet qui est en cours qui s'appelle SF3M, qui est dans la région de Troyes et qui a pour but de développer des outils numériques. Donc, l'idée, c'est d'attirer les jeunes, de mettre en place des nouveaux outils pédagogiques à l'aide du numérique. Et on travaille avec les entreprises. Il y a 5 entreprises pilotes dans ce projet, donc ce n'est pas les mêmes. Hein. C'est d'autres 5 entreprises autour de Troyes. Donc, ils font du tricotage ou de la confection. C'est d'aller capter les gestes par des outils numériques et après de pouvoir justement attirer des jeunes sur cette industrie. Et dernier point, pour aller plus loin dans Oratex, on forme aussi les jeunes. Donc, comme on dit, on forme en intra-IFTH pour pouvoir après intégrer des entreprises. Justement, Eric Boel, vous aussi, dans vos entreprises, vous participez à la réappropriation des savoir-faire et d'innovation. Comment? Il y a peut-être quelque chose dont il faut qu'on soit conscient. C'est-à-dire que il y a un volet qui n'est pas la préservation des savoir-faire, mais la création de savoir-faire qui sont nouveaux. Cette économie circulaire, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Tout ce que tu as décrit, tout ce que Anne aussi, on est en train de créer des savoir-faire nouveaux. Mais pour créer, il faut en avoir des savoir-faire et les avoir préservés. Bien sûr, il faut les deux. On est bien d'accord. Mais j'aime bien votre nuance. On saisit votre nuance. C'est très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système défensif. On est dans un système où on ouvre un champ qui est un océan de nouveautés, d'innovation, de création d'emplois, etc.
Et on va passer finalement d'un système, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais on va transposer le système de la transformation. Ce n'est pas tellement une transformation de notre économie. Transformation, c'est une racine latine. Le même mot avec les racines grecques, ça s'appelle métamorphose. C'est-à-dire qu'on passe à vraiment une transformation. On ne veut pas passer d'une chenille marron à une chenille verte, on veut faire des papillons. Et ces papillons, c'est ce qu'on est en train de faire tous ensemble autour de cette table, avec tous ceux qui sont organisés autour de cette économie circulaire. C'est plein de nouveaux savoir-faire, de liens, etc. Et je donne juste un exemple très pratique, pardon, je suis un peu perché parfois. Nouvelle fibre textile, nous sommes 4. Synergie TLC, entreprise de l'économie sociale et solidaire, le siège est en Auvergne-Rhône-Alpes, et il y a 13 centres de tri en France, 2500 emplois de réinsertion. Andritz Laroche, multinationale, PME française, à Cours-la-Ville, rachetée par un groupe autrichien, coté en bourse, 30 000 salariés. Pélinck, ETI d'Aix-en-Provence et Tissage de Charlieu, on s'est mis ensemble pour faire nouvelle fibre textile. Je vous donne juste une phrase qui va vous montrer la puissance de cette collaboration. Exactement ce que tu viens de décrire juste avant. Laroche, Andritz Laroche, donc les Autrichiens. Ils ne sont pas là pour rigoler, ils sont là pour bosser et pour qu'il y ait un résultat en bas à droite. Donc, ils ont mis à disposition du matériel gracieusement déjà sur cette unité. Et ils nous ont dit, là, il y a 6 mois, ce qu'on a fait, donc on travaille de manière totalement collaborative. Ils sont là toutes les semaines avec Pélinck, en permanence nos équipes échangent ensemble pour faire évoluer le matériel. Tout ce qu'on avait prévu il y a 2 ans, il n'y a rien qui se passe comme on avait prévu, comme toujours. Normal. Donc il faut qu'on avance. Et on avance tous ensemble. Il nous a dit ce mot qui est vraiment fondateur, je trouve. Ce qu'on a fait chez Nouvelle Fibre Textile à Ampleur-Puy en 1 an, tout seul, multinationale de 30 000 salariés, il nous aurait fallu 4 ans pour le faire. La puissance de la collaboration, mais elle défonce. Et vraiment, c'est le cœur de cette économie circulaire, comme on l'a dit plein de fois, mais je pense que c'est important qu'on le répète. Et on va passer finalement d'un système multinational à un système multicommunal. D'Hardy, je ne sais pas comment ça s'appelle, le bled où vous êtes. Le bled, le puits. Voilà. C'est un bled, alors oui. Tous ces bleds, et ben, si on arrive ensemble avec les savoir-faire qui sont restés, qu'on développe, etc., et tout ça, enfin bon, et Lyon, et c'est quelque chose de très fort qu'on arrive à faire. Si je peux me permettre, vous n'êtes pas perché, vous êtes tout simplement habité. Et ça, je vois, convaincu. J'aurais dit moi. Habité aussi, parce qu'il y a quelquefois perché, habité haut. Non, mais c'est parfait, je le garde, évidemment. On a parlé de matière, de savoir-faire, de souveraineté. Il reste quand même une question clé. C'est comment conjuguer justement cette réindustrialisation, décarbonation et innovation pour vraiment changer d'échelle dans le textile circulaire. Vous, à votre échelle, justement, Grégory Poiset, chez Boldeduc, comment Boldeduc, votre entreprise, contribue à cette réindustrialisation dans le textile et partagez-nous encore des exemples concrets là, de votre stratégie de décarbonation, par exemple, avec les résultats qui vont avec. Alors, concrètement, en termes de réindustrialisation, nous, en 2019, en France, on était 30. Aujourd'hui, on est 120. Donc, on a quand même embauché beaucoup de personnes pour faire en sorte que l'industrie et la fabrication de nos produits se fassent au maximum en France. Ça ne se fait pas qu'en France. On a une filiale en Tunisie, on ne s'en cache pas. Après, on ne s'en cache pas. Non, parce que on ne peut pas faire comment on peut pas faire autrement pour l'instant. On ne peut pas faire autrement pour l'instant, puis ça reste en Tunisie. Nous, on précise souvent un déplacement, en tout cas d'une marchandise entre la Tunisie et la France. Ça émet moins de gaz à effet de serre que quand on va en camion à l'autre bout de l'Europe. Donc, on s'en vante même, on s'en targue. Ça fait 20 ans qu'on est en Tunisie et on continue à fabriquer en Tunisie, mais on augmente la réindustrialisation et on augmente la fabrication de produits en France. On maîtrise, je l'ai dit, on maîtrise la fabrication, la marque et on va jusqu'à la distribution. Circuit court, c'est comme ça qu'on met en avant notre avancée sur la décarbonation. Et puis, l'idée, c'est de proposer non plus un produit, pas de vendre un produit, mais une fonctionnalité. Et ça aussi, c'est un des points qu'on a indiqué dans notre feuille de route. C'est que l'idée, c'est vous avez besoin de telle fonction
nous, on va vous le mettre à disposition. Donc, on va parler d'économie de fonctionnalité. Nous, on parle de principe de réallocation pour justement pouvoir garder la main et j'ai envie de dire la main sur les produits qui nous appartiennent encore et aller plus loin sur de la réparabilité, sur de l'accompagnement jusqu'à la fin de vie du produit et faire en sorte qu'on puisse éviter toute cette empreinte carbone. Et on le fait aussi avec d'autres clients. Donc là, avec les HCL, concrètement, vous demandez des exemples concrets. Hospice Civil de Lyon, qui est un client historique, avec qui on arrive bien à échanger parce que, eux aussi, ils ont fait la Convention des entreprises pour le climat et la même session que nous. Donc, quand on parle non plus vendre de sacs à linge pour transporter le linge sale, parce qu'on en fabrique plus d'1 million chez Boldeduc tous les ans, et qu'on leur dit, on va plutôt vous le louer. Là, effectivement, ça leur parle. Ils se disent, OK, vous en restez propriétaire, vous le louez, vous l'entretenez et vous nous accompagnez sur la fin de vie du produit. Ça peut marcher avec certains, pas avec tous, mais avec certains. Avec Picture, qui est un client aussi historique de Boldeduc, eux, ils avaient des chutes de production ou des anciens, des produits en fin de vie pour lesquels ils voulaient donner une seconde vie en les transformant. Et Goodloop est intervenu aussi sur l'opération, donc à 3, Goodloop, Picture et Boldeduc. On a récupéré des vieux produits pour en faire des casquettes. C'est des choses qui peuvent marcher et on part du principe que les déchets des uns sont les ressources des autres et c'est comme ça qu'on va y arriver. Nous, chez Boldeduc, une fois de plus, à notre échelle, on essaie de le faire. Ouais, conjuguer réindustrialisation, décarbonation et innovation pour vraiment changer d'échelle dans le textile circulaire. Comment ça vous parle chez Masboeuf, l'IFTH, projet Euratex, Anne et Isabelle? Ça rejoint vraiment tout ce qu'on a dit aussi. Nous, c'est vrai qu'à Euratex, avec cette proposition-là, on permet aussi à des projets de se construire. Donc, on va mettre en synergie tous les acteurs de la filière. On a aussi cette volonté pour le recyclage, vraiment tout ce qu'on a dit. Donc, ça revient aussi à faut réintroduire du personnel, il faut écouter tout ça. Donc, là aussi, vis-à-vis de la région, ça, on est aidé. Donc, on forme, et on rattrape ça. Donc, vraiment, c'est en complément de tout ce qu'on a dit. Isabelle Ferreira. Nous, c'est notre raison d'être. Nous, c'est d'accompagner les entreprises et surtout dans notre filière où on a beaucoup de PME, PMI qui ont vraiment besoin d'aide aujourd'hui parce qu'elles ont besoin d'un accompagnement, elles n'ont pas forcément toutes les ressources et elles ne sont pas forcément complètement toutes structurées sur la partie innovation. Nous, on est là pour les accompagner dans la recherche, l'innovation et le transfert technologique. Pour ça, on a des outils, on avait vu tout à l'heure. Et concernant le sujet du filage Euratex, il faut savoir que nous, c'est un savoir-faire qu'on a capitalisé pendant 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait du filage et ça fait 20 ans qu'on a travaillé dans des projets d'innovation et on met à disposition ce savoir-faire qu'on a capitalisé au service d'entreprise. Donc, on crée de la valeur et l'idée, c'est aussi d'accélérer, c'est d'aller plus vite aujourd'hui parce qu'on a tout ce savoir-faire qu'on a acquis. Des tests essais, il faut valider des produits, il faut la validation par rapport au marché, à la conformité, ça c'est très important. Si on travaille des produits sur lesquels on n'a pas de réalité derrière marché, on aura fait la plus belle innovation du monde, elle restera dans un placard. Et le dernier point, c'est qu'on est CTI, on est un petit peu central si je puis dire, on est dans l'écosystème et on peut créer du lien entre toutes les entreprises, comme on disait, les financeurs et aussi les autres secteurs. Donc ça, c'est très important. Nadia Codby, la région Auvergne-Rhône-Alpes. La région, elle soutient aussi, elle a aussi soutenu l'IFTH avec le projet Patent, qui était un projet. J'allais vous lancer là-dessus, effectivement. Allez-y. Qui permet d'être sur de l'innovation en lien avec une croissance plus vertueuse de la filière. Et elle soutient aussi les entreprises, je reviens sur les questions de formation, au-delà du soutien à l'outil industriel qui est possible. Il y a aussi un soutien à la formation, mais former les salariés dans les entreprises, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le savoir-faire et les besoins technologiques sont dans l'entreprise. Il peut y avoir aussi un soutien à des partenariats de filières sur des projets entre entreprises pour développer une technologie, mettre en œuvre concrètement un outil de production. Il y a aussi des entreprises, c'est vrai que la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, elle est très dynamique sur des questions d'économie circulaire. Et sur la filière textile aussi. Et sur la filière textile. Il y a dynamique en matière économique au général. C'est vrai, c'est une chance. Et aujourd'hui, le textile, au-delà des filières que j'ai citées, il y a un gros projet qui est en cours dans l'A,
avec l'association Tremplin, qui aujourd'hui récupère des chutes de production, enfin tout le textile, coton. Et on a une entreprise du bâtiment qui en fait aujourd'hui des isolants. Et ça existe. Et ça a été soutenu aussi par la région. Donc voilà, c'est vrai que la région Auvergne-Rhône-Alpes, étant donné que le textile est très présent, toutes les filières essayent aujourd'hui de rentrer dans ce cercle vertueux. Et c'est des projets qui sont toujours collaboratifs. Ce que je trouve ça intéressant, par exemple, par rapport à l'exemple que vous venez de donner, c'est que finalement, cette initiative Tremplin 01, je pense qu'elle doit son succès et son déploiement fort au triptyque collectivité, association, entreprise. Pour moi, c'est ça qui a fait la force de cette initiative. C'est 3 acteurs qui ont des visions, quelque part, qui sont un peu différentes, hein, parfois, mais territoriales, mais locales, mais avec une vision commune forte. On revient à ce qu'on disait tout au début, en fait. Je pense que c'est ça qui est la clé du succès de telles initiatives. Évidemment, le collectif porte écho. Je vois Eric Boel prendre des notes. Je me tourne vers lui. Bah, évidemment, on souscrit complètement à ce qui vient d'être dit. Une chose qu'on n'a peut-être pas évoquée, cette économie circulaire, elle réconcilie économie et écologie. Je vais vous donner un exemple très concret. Sur la fabrication des sacs de caisse dont je parlais tout à l'heure, qui sont en matière recyclée, en 2023, on a créé 70 emplois et économisé avec ces sacs de caisse versus les mêmes fabriqués en Asie en polypropylène, 70 000 tonnes de CO2. Donc 1000 tonnes de CO2 économisées par emploi créé. C'est ces ratios-là qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, quand on aura le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a été créé par l'Union européenne et qui pour l'instant n'est que sur les matières premières, quand on va réussir à impacter nos fabrications avec les économies carbone que nous créons, on a fait le calcul sur les produits que nous réalisons, on diminue le prix de 30%. C'est gigantesque, uniquement avec le carbone valorisé à 100 € la tonne. Donc, ça c'est un point clé. Après, sur le passage à l'échelle, on a parlé rapidement de ça. Encore une fois, dans notre pays, les projets de construction d'usines qui vont faire du chips de polyester à base de textile, la plupart des grands projets européens se concentrent en France. Alors, certains ont été abandonnés, sont en stand-by, d'autres, au contraire, sont très, très, très moteurs. Donc, en fait, et là, on ne parle pas de quelques centaines de tonnes, hein. On parle de 50 000 tonnes, 100 000 tonnes, 150 000 tonnes. Je vous rappelle que la consommation textile française, c'est 800 000 tonnes, et aujourd'hui, on ne collecte que 260 000 tonnes, c'est-à-dire 30% de ce que nous consommons. Donc aujourd'hui, on est en train, dans notre pays, avec tout ce qu'on est en train de se dire, de faire un passage à l'échelle qui est très significative. Et évidemment, ce flux, cette grande artère, finalement, qui s'appelle la circularité, ce flux de matière, il faut que tout le monde vienne se pluguer dessus pour l'augmenter et pour qu'il devienne tellement dense qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Et dense, D-E-N-S-E, c'est tout ce qu'on pourrait dire sur cette table ronde. Mais on ne peut pas être exhaustif. Je sais qu'il y a plein de choses à dire. Dans quelques minutes, nous prendrons les questions de celles et ceux qui nous regardent, questions laissées sur le chat. Moi, je voudrais terminer avec ce que vous disiez là, en préparant, pareil, vous insistez sur le fait qu'il faut, je vous cite, une question que je vais vous poser à tout le monde, redonner de l'espoir, montrer avec l'économie circulaire que l'on peut faire du textile local, décarboné, créateur d'emplois et de liens. Selon Saint Eric Boel, je vous entends, ok. Mais comment prouver que ce n'est pas qu'un idéal, alors que les volumes importants, ils dominent encore? Je vous la pose cette question. Grégory, très vite, parce qu'après on prend les questions. Hein. Non, mais ça a été dit et évoqué toute la matinée, c'est en train de se faire en fait. C'est-à-dire qu'il faut du temps. Il faut laisser le temps au temps. On est en train d'apprendre des nouveaux savoir-faire, on est en train d'apprendre à recycler des matières, on est en train d'apprendre à les séparer pour pouvoir les recycler, on est en train de réapprendre à faire du fil en France, on est en train d'apprendre à travailler ensemble, voilà, c'est en train de se mettre en place. Et effectivement, ce tunnel si long qui nous a laissé dans l'obscurité pendant si longtemps,
Là, la lueur, on la voit et plus ça va, plus on voit la sortie. Oui, mais ça bouge beaucoup en fait aussi. On voit que c'est un peu exponentiel. Ça s'est lancé, maintenant, on trouve que ça bouge de plus en plus. Donc voilà, il faut qu'on continue à travailler ensemble autour de ça et revenir vraiment sur cette définition de par la souveraineté industrielle. Voilà, il faut quand même disposer des outils industriels pour ça. Donc voilà, on travaille tous dessus. Isabelle Ferreira. Alors nous, alors on parle de l'outil industriel, mais nous, l'IFTH, effectivement, notre mission, c'est de faire de la R&D et d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation. Donc nous, on est là pour essayer d'accélérer et de les appuyer sur ces transitions industrielles vertueuses pour aller de plus en plus vers l'économie circulaire. Nadia Colby, votre regard? Que la région est en marche. Oui, depuis longtemps, évidemment. Longtemps. Et la région est là, on l'a compris. La région est là. Ouais. Non, mais la région, je veux dire, les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'écosystème d'Auvergne-Rhône-Alpes, les partenaires, tout le monde est en marche. Et l'industrie textile et le secteur textile est un secteur très dynamique, avec plein d'initiatives à tous les niveaux qui s'emboîtent en fait petit à petit les unes avec les autres. Il n'y a plus qu'à. Il faut enfoncer le clou maintenant, effectivement. Toutes les conditions sont réunies. Avec Boal, il faut enfoncer le clou, il faut y aller. Oui, Comme vous disiez, vous avez employé 2-3 fois le mot, je vais le retrouver ce mot, je vous écoute. On est amnésique. On a oublié un truc. C'est que en 2020, au printemps 2020, on est passé d'une Covid, on est passé de 0 masque fabriqué en France en tissu. En 3 mois, on est devenu souverain, autonome. On est passé en 3 mois de 0 à 60 millions de masques par semaine. On a tous travaillé dessus. Et donc, l'économie, le textile, si jamais il y a un flux de commandes qui arrive derrière, mais d'une agilité dingue. Donc ça, il faut penser que ça, c'est possible. On l'a montré. On a su le faire. On a su le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais encore dire une phrase un peu perchée. Tout mouvement tient son dynamisme de la finalité vers laquelle il tend. Et ça revient sur ce que tu as dit. Si cette finalité, elle est bonne, si elle est altruiste, si elle fait grandir les territoires, les hommes, etc., il y a un mouvement qui va se créer. Tu as dit qu'il est en train de partout, d'être en train de se créer. C'est comme les bourgeons qui sont sur les arbres. On a l'impression que l'arbre, il est mort, il ne se passe rien. Et d'un seul coup, il y a les feuilles et puis les fleurs et les fruits se mettre en œuvre. On est à ce moment-là. Donc, mettons tout ça en œuvre ensemble, avec les collectivités, avec l'État, avec l'éco-organisme, avec toutes les entreprises, tout ce terreau qui est prêt à ce que ça pousse. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Ce n'est pas terminé. Pour la clarté, votre vision, vos exemples, c'est parfait. On a des questions qui sont laissées sur le chat. Alors, on va essayer de répondre de manière courte aux questions pour en enchaîner 2, 3 ou 4. On va dire la première. Jusqu'à quel point peut-on être circulaire dans le textile? Autrement dit, une fois recyclé et réutilisé, peut-on le recycler et combien de fois? Plus concret, de l'industriel. Ça dépend de la manière dont on recycle. On a un exemple sur nos sacs de caisse. Là, on les a recyclés 3 fois. Donc, la même matière, les mêmes sacs. En fait, c'est plutôt théorique parce que dans la réalité, ça ne se passera pas comme ça. Mais 3 fois, et on arrive à en faire du fil suffisamment solide 3 fois de suite. Et la 4e fois, on en fait de l'isolant. Donc, la fin de vie est scotchée dans des maisons. Donc, en fait, on peut vraiment donner du champ, quoi. C'est-à-dire. C'est Isabelle qui pourra en parler plus, mais ça dépend si on recycle mécaniquement ou chimiquement. Chimiquement, c'est à l'infini, en fait. Parce qu'on refait de la matière. Avec la matière. Voilà, dès qu'on récupère la matière, on a dépolymérisme. Voilà, c'est un peu un terme technique, et on refait avec la chimie qu'on a récupérée, on refait du polymère. Donc c'est indéfiniment, en fait. Tiens, le projet Auratex, s'il y a une question sur le projet Auratex, voilà, quelle quantité de fils pensez-vous pouvoir produire? Ça, c'est du concret. Et quels sont les polymères concernés et les capacités envisagées et sous quel calendrier? Rapidement, si c'est possible. Beaucoup de questions. Ça va dépendre effectivement de la grosseur du fil, etc. Mais de façon très pragmatique, avec ce qu'on a commencé à faire, c'est 150 tonnes de fil par an. Et les polymères concernés, ça va être tous les polymères qui se travaillent en voie fondue, des polyamides, des polyesters notamment. Et sous quelqu'un vrai, voilà. On commence là, premier semestre 2026. On a déjà l'illusion d'avoir une 2e ligne potentiellement dans 2-3 ans. Et puis après, effectivement, on verra où le projet nous porte.
C'est une question de Nicolas. À quand le plan Marshall pour résister réellement face à la fourniture de la fast fashion? Écart de prix des produits, une TVA minorée pour l'économie circulaire. Il y a un plan Marshall qui se dessine là? Oui, Oui. clairement. Donc la loi anti-fast fashion, Ouais. qui est le premier pays au monde, Elle a été votée. elle a été votée. Elle a été votée. L'Union européenne, il y a un contrôle de légalité qui a été fait là-dessus et effectivement, ils remettent en cause un certain nombre de points. Donc là, l'État français est en train de voir comment on peut faire ça, mais a priori, il va y avoir des solutions. Encore une fois, je répète, ce plan Marshall, c'est aussi la réforme de notre éco-organisme qui est en route. On est vraiment en ce moment dans l'écriture de ce plan Marshall, et il faut qu'on soit tous là, nous, industriels du textile, pour pousser en disant, il y a une possibilité, allons-y, et donc on est en tête de pont avec un certain nombre, avec l'Union des industries textiles, Unitex, etc., et d'autres fédérations, allons tous dans le même sens, et ça va le faire. Et je pense que, si je peux me permettre, vis-à-vis du citoyen lambda, je pense qu'il serait super intéressant que les industriels qui ont des pratiques vertueuses, qui s'engagent dans des pratiques vertueuses, soient davantage récompensés, que ce soit par les collectivités locales ou régionales, qu'elles soient vraiment mises en avant, promues, de manière à les placer en tête de pont de la circularité de nos filières en fait, sur nos territoires. Je pense que c'est quelque chose que je vois et j'entends beaucoup auprès d'autres industriels dans d'autres filières, c'est de dire, ben voilà, en fait, finalement, on fait énormément, alors que d'autres ne le font pas, on décide de ne pas le faire, de ne pas jouer le jeu. Ce serait bien que nous, on soit plus reconnus pour ces enjeux-là, parce qu'on en fait finalement plus que les autres, on se casse plus la tête. C'est savoir-faire, le faire savoir et le mettre en avant, effectivement. Question de Thibaut, merci de nous avoir regardé, Thibaut, comme celles et ceux qui sont connectés depuis 10h30. La loi AGEC encourage les acheteurs publics à acheter des produits intégrant des matières recyclées. Est-ce que les intervenants constatent des évolutions à ce niveau dans les cahiers des charges publiques ou pas encore? Oui, on le constate. Ouais. En fait, depuis l'épisode Covid et les masques, effectivement, il y a eu un engouement pour le Made in France. Il y a eu cet enjeu de souveraineté qui est vraiment revenu. Alors, il y a eu beaucoup de villes ou de communes ou de métropoles comme celle de Lyon qui ont été dirigées par les écologistes. Et du coup, ils ont effectivement écrit des cahiers des charges d'appel d'offres publics pour favoriser la fabrication locale. Nous, chez Boldeduc, concrètement, on a remporté un de ces appels d'offres pour la fabrication des polaires fabriqués en France, tricotés en France, teints en France. On remarque aussi que le soufflet est retombé assez rapidement. C'est qu'il n'y a pas eu un maintien de ce type d'appel d'offres. Et on est vite revenu en arrière parce que le critère prix, il a vite repris le dessus. Donc, il y a eu des effets positifs, mais… Pareil. Après, voilà, maintenant, peut-être ça va revenir un peu moins fort que le Covid, etc., mais c'est vraiment ça. Et puis, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot recyclé? Parce qu'effectivement, nous, en termes de chiffres, des fils recyclés, il y en a, en voie synthétique, il y en a plein. Mais si c'est des déchets de bouteilles plastiques qui viennent de Chine, ou même des réutilisations dans les usines de filage, ça a moins de sens qu'un fil recyclé textile, quoi. Donc, alors, il y a beaucoup de questions sur le chat et merci pour toutes vos questions. On va prendre la dernière avant de laisser la parole à Sébastien Béclat pour la carte blanche de conclusion. Question de Bertrand pour M. Boel. Selon vous, Eric Boel, quel est le maillon le plus faible de la chaîne de valeur aujourd'hui dans le développement des solutions incorporant des matières premières recyclées? En d'autres termes, qui est le plus difficile à convaincre, selon vous, pour adopter ces solutions? Pour moi, je ne fais pas un pas de côté, mais en fait, c'est l'ensemble. La plus grande difficulté, c'est d'arriver à réunir tout le monde. C'est vraiment ça qui est complexe, mais on est en train d'y arriver les uns et les autres dans tout ce qu'on vient de partager. Et c'est vraiment ça. Et qu'on a tous le sentiment qu'on est en train de travailler ensemble à la même chose. Aujourd'hui, tous les maillons existent, on l'a dit à plusieurs reprises, dans la chaîne de valeur. On ne va pas dire qu'il y en a un qui est plus préoccupant que les autres, même s'il y en a pas mal qui sont pas reprendre faibles, plus préoccupants que les autres. Et en fait, c'est vraiment ça. Si on met ça en route, et je dirais juste un truc par rapport à ça qui me semble important, l'économie circulaire, c'est de l'agilité. Il faut qu'il y ait de l'agilité, de la transversalité, de la proximité
géographiques et humaines, c'est les points clés. C'est-à-dire que on a parlé de plan Marshall juste avant. Si on imagine qu'on va faire un plan à 5 ans où on va tout écrire, pardon, je donne mon opinion, on est sûr de se vautrer. On est en défrichage. Donc, il faut que le système soit hyper agile. Et les entreprises, on est fait pour ça. Et il faut nous faire confiance. Confiance, au mot là chez Sébastien Béclin, vous, après votre carte blanche en ouverture, quel regard portez-vous sur les échanges de ce matin? Si vous aviez une boussole à nous laisser pour la suite, ce serait quoi le cap? On vous écoute pour cette clôture de table ronde. Moi, j'ai un regard qui est très positif, forcément, sur l'écosystème que je connais déjà un peu beaucoup. En région Auvergne-Rhône-Alpes, je pense qu'on a une chance déjà que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit aussi dynamique sur la filière textile. Je pense que c'est vraiment un atout incroyable. Historiquement, déjà, c'était déjà le cas, mais encore plus maintenant, on a un écosystème qui est extrêmement fort. Je pense sur la thématique de l'économie circulaire, on a des actions qui sont faites à travers la région, notamment l'accord de volontaire de filière sur l'économie circulaire avec les industriels. Il y a également un groupe de travail régional qui a été mené sur la gestion des textiles ménagers usagés. C'était la première fois que ça avait été réalisé, ça en France. C'est réalisé nulle part ailleurs en France qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. On a des acteurs économiques qui sont particulièrement convaincus, pas perchés, convaincus, engagés. Ils peuvent être les deux. Non, mais je pense qu'en convaincus, engagés, c'est clair, on l'entend dans leur discours. Et c'est tout à leur honneur, je pense, qu'ils sont vraiment moteur pour la filière, que ce soit de la recherche, de l'innovation, en tout cas sur le changement, sur la transition que la filière doit, selon moi, aborder. Et il y a plusieurs termes que j'ai notés, que j'ai soulignés en fait, pendant vos interventions à chacun et qui, franchement, m'ont fait du bien en fait, par rapport à cet écosystème textile. J'ai entendu le terme union, collaboration, j'ai entendu le terme proximité humaine, j'ai entendu aussi des acteurs qui souhaitent faire de la quantité contrôlée de matière à la demande, et également de mettre à disposition leurs locaux à d'autres acteurs. Donc, on entend, c'est vraiment en marche, cette collaboration. L'accueil de collaborateurs à travers l'accueil de Goodloop, notamment, et cette proximité locale, en fait, cette volonté de travailler en local, parfois, et peut-être que c'est là le futur, la feuille de route, travailler sur la fonctionnalité, sur les usages, finalement, de ce qu'on fait, de ces textiles, peut-être de sortir de cette production de masse pour vraiment aller vers l'usage, vers l'individuel, un peu le personnel, qui permettrait d'avoir justement cette vision un peu plus économie circulaire pour la filière textile. En tout cas, je trouve que c'est très positif ce bilan-là qu'on peut dresser déjà à date sur la filière textile régionale. Vous nous avez convaincus lors de l'ouverture avec votre carte blanche, vous nous avez convaincus sur la conclusion, vous revenez mercredi et vendredi, toujours avec cette carte blanche. Voilà, la 6e édition de Demain le textile au fil de l'économie circulaire est bel et bien lancée. Merci encore une fois à vous d'être venus ce matin. Merci de nous avoir regardés. Vous pouvez voir cette première table ronde sur replay sur la page d'Unitex et sur les sites partenaires des organisateurs. Rappel le programme complet sur unitex.fr. Mercredi, 10h30, deuxième table ronde alternatives et opportunités pour un approvisionnement textile durable. Et puis vendredi, 10h30, on parlera là aussi de digitalisation pour 2 nouveaux temps forts. Et on espère vous retrouver tous très nombreux. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.